Merci Anaïs. Donc, il est 16 heures à peu près, passé de quelques minutes. La conférence se terminera vers 17h30. Monique Pinson-Charlot ne pourra pas rester pour la dédicace des ouvrages qui sont en vente sur le site de la librairie Raconte-moi la Terre, juste à la sortie de la salle, puisqu'elle doit sauter dans un train. Et donc, on la laissera s'échapper après cette intervention avec nous. Voilà, je me tais. Je laisse la parole à Monique. À tout à l'heure. Bon, alors, ça marche mon micro? Alors, un très grand merci. Vous pouvez vous mettre à ma place dans la situation dans laquelle je suis après la disparition de Michel, de vous voir à ce rendez-vous-là. C'est la première fois que je vais vous parler de la classe dominante sur laquelle Michel et moi, nous avons publié 27 livres à 4 mains et que donc nous vous avons déjà donné beaucoup de grains à moudre pour connaître les modes de fonctionnement de cette petite oligarchie qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs. Mais c'est vrai que nous avons abordé beaucoup de problèmes. Nous avons travaillé sur les présidents de la République, le président des riches, le président des ultra-riches, la violence des riches. Enfin, on a fait plein de choses que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Mais je n'avais jamais, et je dis je, puisque je suis maintenant toute seule à travailler sur ce thème, de confronter le mode de fonctionnement de cette classe dominante dans ses prédations multiples par rapport à ce qui nous concerne tous aujourd'hui et qui nous concernera chaque jour davantage, le dérèglement climatique. Alors, donc je vous ai remercié, oui, vous, d'être nombreux. Puis je remercie Céline et puis les gens du Salon Prime Vert qui ont eu cette idée incroyable de m'inviter, parce que vous savez, quand on est dans la souffrance, dans ce qui m'est arrivé, j'étais incapable de reprendre pied, de reprendre surface. Et puis la main tendue par Aurélien Péchet, qui m'a invité à venir vous rencontrer, m'a donné beaucoup d'énergie. Et donc voilà, du coup j'ai préparé quelques petites réflexions. Alors, ce qui est très intéressant et très difficile à expliquer, donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Et puis, dans la discussion, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, vous demanderez des éclaircissements. C'est que, pour la première fois dans notre travail, on est face à deux mondes. D'un côté, la classe sociale dominante, avec les banquiers, avec les industriels, les hommes politiques, les lobbyistes, les journalistes. C'est un joli mot, je devrais plutôt dire les chiens de garde ou les journalistes de cour, puisque maintenant ce sont les milliardaires qui contrôlent l'information. Voilà, tout un ensemble très hétéroclite, très hétérogène, mais extrêmement mobilisé pour défendre les intérêts de cette classe avec des systèmes de sous-traitance oligarchique. C'est-à-dire qu'il y a des couches d'opacité qui se créent autour du noyau dur des capitalistes, de ceux qui détiennent les titres de propriété, qu'il s'agisse des moyens de production et d'échange, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse des cliniques privées, enfin, etc. Aujourd'hui, de toute façon, les titres de propriété se sont généralisés, y compris à tout ce qui relève du commun, à tout ce qui relève de l'intérêt général. Donc, on a comme ça un ensemble qui fait système. C'est une classe sociale au sens marxiste du terme, dans la théorie de l'exploitation de Marx, et bourdieusienne dans tout ce qu'a pu apporter le sociologue Pierre Bourdieu pour mieux comprendre la finesse de la domination. L'exploitation avec Marx et la finesse de la domination de classe avec Pierre Bourdieu. Et face à cette espèce de boule, moi je me la représente comme ça, deux boules qui s'affrontent, et puis en face, le dérèglement climatique qui lui aussi concerne absolument tous les secteurs de l'activité économique et sociale. C'est-à-dire que le dérèglement climatique est en train de bousculer tout ce qui était appréhendé de manière séparée.
on peut dire que le dérèglement climatique bouscule la façon de fonctionner de l'idéologie dominante, puisque les dominants nous donnent en pâture le réel, toujours coupé en tranches de saucisson, toujours segmenté, toujours fragmenté, toujours corseté, pour que surtout jamais vous ne puissiez mettre en relation les choses, ni avec le dérèglement climatique. Vous ne devez pas savoir que le réchauffement, que le chaos, que les inondations, que les tempêtes, que l'acidification des océans, que les pesticides, que les problèmes de l'eau, de la sécheresse et tout ça, que tout ça n'a qu'une seule et unique cause, le capitalisme. Ça n'est pas un anthropocène du tout, c'est un capitalocène que nous sommes en train d'affronter et de vivre. Donc, la première chose qu'il faut arriver à mettre dans vos têtes, c'est arriver à penser de manière relationnelle, à toujours mettre en relation les phénomènes les uns avec les autres, qu'il s'agisse de la classe sociale dominante, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, et pour le dérèglement climatique et pour la classe sociale dominante, on n'est plus dans les Pinson-Charlot jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire des franco-français qui travaillaient essentiellement sur la France, et puis après on pouvait toujours élargir à des tas d'autres pays. Là, du coup, c'est juste impossible. Que ce soit au niveau de la classe sociale dominante dont je vous parle, que ce soit au niveau du dérèglement climatique, c'est bien l'échelle de la planète qui est la bonne échelle aujourd'hui. Parce que le capitalisme s'est entièrement mondialisé. Vous l'avez vécu dans vos chairs avec le Covid-19 qui est lié, qui est une zoonose liée à la déforestation généralisée, qui supprime l'autonomie entre l'habitat des chauves-souris, des singes, de toutes sortes d'animaux, et les êtres humains. Donc c'était la première alerte sanitaire extrêmement sérieuse. Après le VIH, il y en avait eu d'autres, mais là quand même c'est le monde entier qui a pratiquement été confiné, donc ça c'était du jamais vu. Et donc il faut tricoter les inégalités climatiques avec les inégalités sociales, car elles sont imbriquées, enchâssées les unes dans les autres. Il n'y a pas l'écologie d'un côté et de l'autre côté la politique, il n'y a pas l'écologie et les inégalités sociales et économiques. Non, inégalité climatique et inégalité sociale et économique forment un tout. On est vraiment entré dans une guerre de classe, une guerre totale. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, cette idée d'une guerre de classe, parce que j'aurais jamais osé, parce que j'aurais eu trop le gros peur. C'est Warren Buffett, un milliardaire américain, qui l'a dit pour la première fois en 2005 sur CNN. Effectivement, nous sommes bien dans une guerre de classe, et cette guerre, c'est nous les riches qui la menons et qui sommes en train de la gagner. Eh bien, depuis qu'il l'a dit, d'année en année jusqu'à aujourd'hui, 20 ans plus tard pratiquement, il a raison 5 sur 5, 100% sur 100%. Alors, du coup, je n'ai pas regardé mes papiers, mais ce n'est pas grave. C'est mieux que je parle comme ça pour ne pas être trop longue. Et donc, les inégalités sociales et climatiques doivent être tricotées à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe et entre les pays du Nord, les pays riches, et les pays du Sud, pauvres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe en France sans savoir que les anciennes colonies françaises, qui ont été victimes de l'esclavage et du colonialisme, sont aujourd'hui les premières victimes du dérèglement climatique dont les pays du Nord portent la seule responsabilité. C'est un capitalocène, parce que là, je vais prendre mes fiches parce que je suis incapable d'être sûre de mes chiffres et qu'il faut que je sois très précise. Vous allez voir que c'est un capitalocène parce que c'est vraiment
les capitalistes, le système capitaliste, les dynasties fortunées de la noblesse et de la grande bourgeoisie arrimées à ce système capitaliste qui leur permet, avec les titres de propriété dont elles ont hérité de génération en génération dans les mêmes familles, hein, tous ces titres de propriété qui aujourd'hui se multiplient avec la généralisation du capitalisme dans tous les secteurs qui relèvent de notre commun, qui relèvent de l'intérêt général, qui relèvent de l'enseignement, qui relèvent de la presse, l'information, qui relèvent de la santé, qui relèvent de la nature, qui relèvent des animaux, de la biodiversité, qui relèvent de l'avenir de la planète. Tout ça est mis à mal par une financiarisation généralisée qui est d'un machiavélisme, donc je vais vous donner quelques exemples. Vous avez bien compris l'imposture idéologique de l'approche segmentée du social. Hein, il vous donne toujours par morceaux. Les informations sont toujours corsetées, fragmentées, pour que vous n'y compreniez rien. Puisqu'il ne faut quand même pas que je sois trop longue, je passe pour qu'on puisse discuter. Hein. Il y a encore du temps. Sur le fait que les fortunes n'ont jamais été aussi élevées, les grandes fortunes n'ont jamais autant progressé que ces dernières années. Alors, je m'étais marqué quelques petits rappels. Le montant total des 500 plus grandes fortunes professionnelles en France, du palmarès de Challenge, qui, alors ça, je vous le dis, je vous conseille, et j'ai tort de faire de la publicité pour Challenge, mais franchement, vous achetez le premier jeudi du mois de juillet, ce numéro spécial sur les grandes fortunes, parce qu'avec l'éclairage de notre sociologie, à Michel et moi, franchement, c'est un bijou. Pour 6,50 €, après, vous faites marcher vos têtes et vous verrez que vous vous direz, mais c'est extraordinaire. Parce qu'ils nous ont beaucoup lus. Au début, on était dans les palmarès, Michel et moi, pas dans la liste des grandes fortunes, hein, je vous rassure. Mais il y avait des articles, même le rédacteur en chef faisait référence à notre travail. Et donc, on est toujours, c'est comme si on y était toujours. Maintenant, on est totalement blacklisté. Mais si vous voulez, vraiment, vous vous régalerez à le lire. Et donc, les 500 plus grandes fortunes sont passées de 210 milliards d'euros en 2010, c'est-à-dire après la crise financière, à 1002 milliards d'euros en 2022, en 12 ans, soit une augmentation multipliée par 3 depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007 et par 7 depuis 1996. Les 5 premières fortunes, celles de Bernard Arnault, Hermès, Bettencourt, Wertheimer et Pinault, ont triplé depuis l'arrivée de Macron à l'Élysée en 2017. Les plus grandes fortunes ont triplé. Et là, vous, quand vous triplez votre pauvre SMIC, vous passez donc de 1 000 € à 3 000 €. C'est déjà pas mal. Hein, mais eux, ils triplent en milliards. Hein, vous comprenez, c'est un autre changement d'échelle. Alors ça, je passe. Mais ce sont aussi ces familles qui contribuent le plus, et c'est ça qui est vraiment l'information qu'il faut rentrer dans vos têtes, qui contribue le plus au dérèglement climatique. Donc ça n'est pas un anthropocène, c'est un capitalocène. En effet, les 10% les plus riches en France émettent chacun 25 tonnes de CO2 par an, quand 50% de la population des plus modestes en émet chacun 5 tonnes. 5 tonnes par an, alors que selon le GIEC, on n'aurait pas d'augmentation de la température au-dessus de 2 degrés si on était tous à 2. Donc nous, on ne dépasse pas beaucoup, 5. Mais c'est déjà de trop. Hein. En Europe, les 10% les plus riches émettent 29,2 tonnes de CO2 par an, ça fait donc contre 5,1 pour les 50% les plus pauvres. Donc on voit que la France est bien un pays riche qui présente des inégalités dans la contribution au dérèglement climatique que l'on retrouve également dans les mêmes proportions en Europe.
Donnons quelques exemples concrets de l'ampleur de la responsabilité des plus riches dans le dérèglement climatique. Alors là, ça, vous le savez tous par cœur, les jets privés qui ont un impact environnemental absolument disproportionné. En 1 heure seulement, l'un d'eux peut émettre jusqu'à 2 tonnes de CO2. Aussi, n'avons-nous pas été étonnés d'apprendre que le jet privé de Bernard Arnault, première fortune de France et aujourd'hui du monde, a dégagé durant le seul mois de mai 2022 176 tonnes de carbone pendant un mois, selon le compte dont vous avez entendu parler, Instagram, l'avion de Bernard. Alors que la moyenne annuelle des Français les plus modestes, je le redis, n'est que de 5 tonnes. Ce qui est déjà beaucoup trop, puisque je l'ai dit, ça je l'ai déjà dit. Et même pendant le confinement, ce qui est incroyable, le nombre de clients des jets privés a connu une croissance de 50% par an. Des jets privés, toujours. Et rappelons que le kérosène est détaxé. Les jets privés sont un moyen de transport 50 fois plus polluant que le train, alors que la moitié des vols sont utilisés pour moins de 500 km. Les inégalités sociales et climatiques ont vraiment partie liée. Les inégalités sociales et climatiques ont vraiment partie liée. 1% de la population est responsable de 50% des émissions globales liées à l'aviation. 40% des Français n'ont jamais pris l'avion et 30% ne le prennent qu'une fois par an. Nous pourrions aussi deviser, si on était méchant jusqu'au bout, sur le yacht Symphonie de Bernard Arnault qui consomme, comme tous les méga-yachts, 500 litres de fioul par heure de navigation. Nous pouvons encore citer l'exemple de l'interdiction par le Parlement européen, lors d'un vote en juin 2022, d'acheter une voiture neuve à essence à partir de 2035 au bénéfice des voitures électriques, à l'exception, c'est quand même fou, c'est dingue, des Rolls-Royce, des Bentley et autres Maserati, qui font des plus riches une espèce protégée des exigences de la sobriété. Les riches ont donc des camarades de classe au cœur des institutions européennes pour défendre leurs intérêts communs de classe. Alors les grosses et puissantes berlines ne se sont jamais aussi bien vendues qu'aujourd'hui, en plein dérèglement climatique, merci. Le constructeur britannique des Rolls-Royce à 500 000 € pièce n'en a jamais autant produit qu'en 2022. Les Lamborghini, Ferrari, BMW, Mercedes et Tesla Model Y sont également dans une santé qui confirme les liens entre richesse et émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a encore le renforcement des plus riches dans le dérèglement climatique, avec les aides publiques, maintenant que les États, l'État français en particulier, avec le fait que c'est aujourd'hui le fondé de pouvoir de l'oligarchie qui est à l'Élysée, Emmanuel Macron, donc l'État n'est presque plus, il est encore un petit peu, mais presque plus au service de l'intérêt général. Il a été complètement évidé par les conseils, les cabinets de conseil McKinsey, par toutes sortes de choses, dont les aides publiques aux énergies fossiles, au service des fossoyeurs du vivant. Alors, les aides fiscales aux énergies fossiles s'élèveraient aujourd'hui entre 16 et 22 milliards par an, selon des modalités de calcul de l'exonération du kérosène. Je ne peux pas vous expliquer les détails, ça serait trop compliqué. Pour les seuls soutiens aux énergies, la France est un des pays européens les plus favorables aux fossiles, avec 2 fois plus de subventions au diesel, au kérosène et aux centrales thermiques qu'aux énergies renouvelables. Et là, la source, c'est la Cour des comptes de l'Union européenne. Les aides publiques à l'agriculture intensive viennent encore renforcer la dégradation des sols avec les pesticides et la perte de la biodiversité. La PAC, la politique agricole commune, continuera, et c'est acté, pour toute la période 2023-2027, à encore favoriser l'agrobusiness. Agriculture et alimentation
représentent quand même 33% des émissions de CO2. Alors, avant de passer aux inégalités sociales entre pays riches et pays pauvres, on peut conclure en disant que aujourd'hui, à partir de la France, la planète est devenue une marchandise cotée en bourse. Hein, tout est financiarisé, marchandisé. Ce n'est plus un continuum d'inégalités économiques auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés, mais un système de castes. Et je vais employer en toute conscience et connaissance de corporatisme. Ça vous dit quelque chose, ce mot de corporatisme? Parce que Emmanuel Macron l'emploie beaucoup à propos des classes moyennes et des classes populaires, alors que le corporatisme, évidemment, il est tout en haut. Et ce système de caste, ce système de corporatisme se décline également entre les pays riches et les pays pauvres. Les pays les plus riches, regroupés dans le G20, sont responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les 10% les plus riches ont été responsables entre 1990 et 2015 de 52%, je vous donne des chiffres différents mais qui vont tous dans le même sens, de 52% des émissions de CO2 contre seulement 7% pour les 50% les plus pauvres. Parmi les pays classés par la dernière COP 27, celle qui s'est déroulée à Sharm el-Sheikh en Égypte, comme vulnérables face au chaos climatique, 9 sur 10 sont africains. Or, le continent africain n'émet que 4% des émissions de gaz à effet de serre, tandis qu'il abrite 17% de la population mondiale. L'Afrique n'est responsable que de moins de 3% des émissions de CO2 cumulées depuis le début de la période industrielle. Et aujourd'hui, 600 millions d'Africains sont privés d'un accès à l'électricité et plus d'une personne sur 3 vit sous le seuil de l'extrême pauvreté. Les agrocarburants, créés à partir d'amidon de blé, de maïs, de betterave, de soja, d'huile de palme ou de colza, privent les Africains de leurs terres nourricières au profit de la production d'essence et de désel pour les voitures des pays riches. Voilà. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut bien qu'on y pense. Les conséquences du dérèglement climatique sont beaucoup plus importantes dans les pays pauvres que dans les pays riches, qui pourtant emportent la quasi-totale responsabilité. Alors, on est allé coloniser nos colonies en disant « on va vous répandre le progrès, la civilisation », mais bien sûr aussi l'oppression, et aujourd'hui, accepter notre CO2. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lors de la COP 26 à Glasgow l'année dernière, c'était en 2021, pardon, les pays pauvres se sont quand même vraiment fâchés contre les pays riches. Et il y a notamment la première ministre de la Barbade, Mia, je ne sais pas trop comment, qui a un langage qui est vraiment, on dirait, une militante du NPA. Hein, franchement, elle n'a pas la langue dans sa poche. A rappelé que les pays riches s'étaient engagés depuis 2009 à payer collectivement 100 milliards de dollars annuels aux pays les plus pauvres. Mais par exemple, en 2020, les pays riches n'ont payé que 83 milliards et n'ont même pas pu payer les 100 milliards qu'ils devaient, signifiant bien le mépris, leur mépris pour leurs anciennes colonies. Et le cynisme des pays riches est sans limite. Le 5 septembre 2022, c'est il n'y a pas longtemps, un sommet à Rotterdam aux Pays-Bas, entièrement consacré à l'Afrique, face au fléau climatique, donc on est bien dans le sujet, n'a été honoré par aucun, zéro représentant des pays riches, pourtant tous conviés. Et on a tout à craindre
que la promesse de la dernière COP, la COP 27 en Égypte, de la mise en place, vous avez dû voir les journaux ont tous mis accord historique, les pays riches vont aider les pays pauvres, la mise en place à grand renfort de publicité dans les médias des milliardaires d'un fonds financier avec un comité qui sera composé de 14 pays du Sud et de 10 pays du Nord, qui doit être proposé lors de la prochaine COP 28 à Dubaï en décembre 2023. Et figurez-vous que Emmanuel Macron s'est proposé d'être le tueur de la critique sociale dans l'œuf en organisant en juin 2023 un sommet en France pour définir avec qui il a choisi, vous pourriez le dire sans que j'ai besoin de le dire, avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, là j'ai son nom, dont le franc-parler contestataire lors des COP tranche avec la novlangue des hommes en costume-cravate. Et Emmanuel Macron a dit qu'il allait organiser la mise au point d'un nouveau pacte financier avec le Sud, et ce, avec des mécanismes financiers innovants. Ce qui veut dire, évidemment, avec la perspective capitaliste. Alors là, je vais passer à mon second et dernier point, parce qu'il faut... Voilà, je vais passer à ce point. J'ai fait quand même une petite... ça devrait vous paraître cohérent. J'avais appelé « Tuer la critique sociale dans l'œuf ». Et donc, je reprends ce que je viens de dire sur Emmanuel Macron, c'est-à-dire que la meilleure façon de faire en sorte que les énergies fossiles qui rapportent toujours beaucoup d'argent aux multinationales du pétrole, du gaz et du charbon, que tous ces dividendes puissent continuer à être encaissés, eh bien, il faut aller au-devant de la critique sociale. Il faut créer toutes ces COP qui ne sont que du leurre, puisqu'il n'y a jamais de sanctions. Avec les riches, il n'y a jamais de contraintes, il n'y a jamais de sanctions. C'est toujours du vent. Et je me calme pour ne pas dire autre chose. Tuer la critique sociale dans l'œuf. Et ça, c'est très important que vous compreniez ça. Dès le début des années 70, des milliardaires américains liés au pétrole, comme David Rockefeller ou Alton Jones, ont mis à profit leurs fondations personnelles, ce sont des gens très riches, des philanthropes, au service des recherches scientifiques sur la réalité du dérèglement climatique et le poids des énergies fossiles dans les gaz à effet de serre. Devant les résultats catastrophiques qui leur ont été présentés, les pétroliers ont décidé des responsables politiques engagés dans le capitalisme radical, je veux parler de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, de les rejoindre pour tenter de devancer les lois qui risqueraient de mettre à mal leurs profits financiers avec des pare-feux efficaces. C'est ainsi que fut créé en 1988 le GIEC, Groupement international d'études sur le climat, dont vous avez tous entendu parler, qui regroupe 234 scientifiques, dont pas mal de Français, de 66 pays différents, sous l'égide de l'ONU, afin d'éclairer les 195 États qui sont membres de l'ONU. Les résumés des rapports du GIEC sont négociés par l'ONU et ses 195 États, mais les scientifiques ont en principe le dernier mot. Les résumés, pas les rapports. Les rapports sont publiés comme ça. Même si les résultats des travaux des chercheurs du GIEC sont considérés comme fiables, on peut non seulement regretter une certaine idéologie scientiste, mais surtout le défaut d'analyse sur la responsabilité des capitalistes et donc l'absence de modélisation du devenir de la planète avec une sortie du capitalisme. L'écume de la vague toujours, mais jamais le fond du problème. Le théâtre de la peur, mais dans l'absence des acteurs. Les seuils d'alerte sont sans cesse dépassés de rapport en rapport, mais peu importe. Les capitalistes continuent à piller les différentes formes du vivant et les chercheurs du GIEC continuent à faire fonctionner leurs algorithmes toujours aussi pessimistes et décourageants. Les chercheurs du GIEC devraient, selon moi et d'autres, s'inspirer des deux films d'Alain Resnais, Smoking, premier film, et puis l'autre film pour la semaine suivante, No Smoking, fumer, ne pas fumer, pour tracer
les trajectoires contrastées du dérèglement climatique entre capitalisme, no-capitalisme. Compte tenu de la diminution de la pollution et la disparition des blessures dans le ciel pendant le confinement, on peut faire l'hypothèse que la perspective de la trajectoire avec la boussole de l'après-communisme... Oh non, oh, excusez-moi pour ce lapsus, hein, franchement. C'est parce que vous m'intimidez. De l'après-capitalisme pourrait être à l'origine de très nombreuses crises cardiaques dans les cercles oligarchiques. Les algorithmes sont construits sur des hypothèses et sur une base idéologique, mais qui doit être masquée pour établir la vérité. Pour tuer la critique sociale dans l'œuf, quoi de mieux encore que de brouiller les cerveaux avec des expressions oxymoriques comme le développement durable, la neutralité carbone. Voilà, et ça, c'est très grave. Alors, le développement durable, c'est la première invention oxymorique en 1987 pour faire croire à la compatibilité entre l'économie de marché et l'écologie. Alors, quoi de mieux? Toujours 3 minutes. Alors, je vais terminer par cet exemple. Je termine par cet exemple. Quoi de mieux, toujours pour tuer la critique sociale dans l'œuf, quoi de mieux aussi pour l'ONU, afin d'empêcher l'expression des critiques des pays pauvres face aux inégalités climatiques dont les pays riches endossent, comme vous le savez, une grande part de la responsabilité, que de nommer pour la prochaine COP 28, celle qui va se dérouler à Dubaï en décembre 2023, la prochaine, aux Émirats arabes unis, Sultan, alors quoi de plus subtil que de nommer Sultan Al-Jaber, tenez-vous bien, ministre de l'industrie de ce pays et PDG de la compagnie pétrolière Abu Dhabi National Oil Company. Le choix d'un président lié aux intérêts du pétrole dans le 7e pays producteur mondial de pétrole et de gaz a paru absolument normal à la ministre de la Transition écologique de Macron. Alors, elle a dit, Agnès, voilà, merci. Elle a dit, Sultan Al-Jaber a un pouvoir politique fort et une stratégie de décarbonation pour son pays. La lutte contre le dérèglement climatique ne pourra être efficace qu'en travaillant avec tous les pays, notamment les gros émetteurs de gaz à effet de serre. Le poids du lobbying n'a jamais été aussi important que lors de cette COP. C'est-à-dire que maintenant, les lobbyistes participent même aux négociations nationales et internationales au cœur de ces COP pour faire en sorte que les énergies fossiles soient toujours extraites de plus en plus, et voilà, et pas pour le renouvelable, sachant que, et je termine là-dessus, sachant qu'évidemment, quand on nous parle, alors dans les trucs que je voulais dire sur la corruption idéologique de nos cerveaux, la corruption de la pensée, j'ai parlé de développement durable, j'ai oublié de parler évidemment de transition écologique, ce doux mot si sympathique, pour en fait ne pas dire qu'il s'agit du capitalisme vert, c'est-à-dire que les éoliennes, les voitures électriques, c'est toujours des titres de propriété, c'est toujours le système capitaliste qui est là et qui ouvre de nouveaux marchés financiers. Hein, avec l'innovation, là maintenant ils parlent de mettre des trucs pour cacher le soleil et on n'aura plus de ciel bleu, ça sera tout jaunasse, c'est-à-dire des innovations technologiques, pas du tout au service de l'humanité et au service simplement de ce qu'on vit là maintenant, hein, la beauté de cette réunion où on partage, où on échange, où on est inquiet. C'est pour ça que vous êtes nombreux et que moi je suis contente de vous avoir là en face de moi. Et notre humanité qui est franchement, je peux vous le dire, hein, franchement, la seule chose qui est importante, c'est le partage, c'est l'humanité, c'est même si ça peut paraître bête, c'est de s'aimer, d'être heureux, quoi, tout simplement. Merde, voilà.
Pardon, j'avais prévu mon dernier mot. C'était pas merde, je me suis trompée. C'était merci. Merci infiniment, Monique, de nous rappeler l'essentiel, les essentiels. C'est nous, c'est vous. Merci encore d'être là. Merci pour cet exposé qui glace à la fois et qui aussi redonne des élans pour agir ensemble. Place maintenant à vos questions, à vos remarques. J'ai vu une main ici. On va essayer de les prendre les unes après les autres. On a 3 quarts d'heure ensemble jusqu'à 17h30 pour échanger. Bonjour et merci. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il existe une organisation dans ce monde sur laquelle on pourrait s'appuyer, nous, citoyens éclairés, pour aider à briser ce système qui tente à nous écraser, bien sûr, et surtout nos enfants? Ben là, la réponse, elle est simple. Il y a beaucoup, vous avez le choix. Chacun peut choisir l'organisation qui lui convient. On est au salon Prime Vert à Lyon. Je me suis baladée là-bas dans les stands. Franchement, sur cette connexion entre les inégalités sociales et les inégalités climatiques, rien que ce salon donne envie de s'engager, de faire plein de choses. Vous faites déjà plein de choses. Ce qu'il faut, évidemment, c'est ne pas être divisé. Chacun fait ce qu'il veut là où il est. Il veut faire du jardinage, il fait du jardinage. Moi, c'est la sociologie qui me plaît, je fais de la sociologie. Vous, c'est autre chose qui vous plaît, chacun fait ce qu'il... Et après, il faut coordonner nos actions. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche dans la grande bourgeoisie. Chacun fait ce qu'il veut et après, ils ont des instances de coordination. Mais, puisque vous avez posé cette question, je vais finir l'exposé que j'avais prévu de faire, juste de manière très courte. C'est qu'il y a quand même 1000 scientifiques du CNRS, des universités, de l'INSERM, concernés par le dérèglement climatique, qui ont appelé dans une tribune du Monde en février 2020, 1000 scientifiques qui ont appelé à la désobéissance civile. Ils ont dit, vous sortez de vos laboratoires et vous allez dans la rue. Alors, ils ont donné des noms d'associations. Donc, il y avait, je me souviens, Extinction Rébellion. Ils sont en bas, oui, je suis allée discuter, je les ai vus. Ils sont là, Extinction. Et il y avait Alternativa, je viens de rencontrer aussi une des responsables. Il y avait Greenpeace, enfin, il y avait plein d'organisations qui sont costauds pour la désobéissance civile. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ces scientifiques, il y en a beaucoup qui ont créé un mouvement spécifique à l'intérieur d'Extinction Rébellion, scientifiques en rébellion. Et donc, par exemple, je sais qu'ils sont allés bloquer le tarmac de Roissy, qu'ils sont allés embêter Dassault et ses avions à la Défense. Enfin, voilà, des actions coup de poing, des actions avec beaucoup de militants, puisqu'il faut être nombreux pour faire aussi de la désobéissance civile, pour que ça se passe bien, non violente toujours, mais décidée. Donc voilà, il y a des... Au sein justement de la grande bourgeoisie, est-ce qu'il y a des organisations, des... Ah, parce que vous voulez pénétrer les organisations de la grande bourgeoisie. D'accord, mais je peux vous aider. Non, mais l'argent est là où il est. Oui. Ah ben là, bien sûr, mais là, tout notre travail montre le niveau de mobilisation de cette classe au sommet des richesses et des pouvoirs qui, effectivement, multiplie les cercles, multiplie les think tanks, multiplie les cabinets de conseil, multiplie les big four, multiplie... Il y a une espèce de toile d'araignée au-dessus de nos têtes.
ou plutôt un espèce de triangle comme ça, où tous les points se recoupent. C'est une nasse au-dessus de nos têtes, franchement. Voilà, ils sont trop forts. Voilà. Alors moi, ce que je vais dire, c'est pas forcément une question. Alors, en fait, une fois, j'ai visité Paris avec un excellent guide pour visiter Paris qui s'appelle 15 promenades sociologiques dans Paris. Il est mignon. Écrit par Michel et Monique Pinson-Charlot. Alors, je recommande ce livre quand vous visitez Paris. C'est vraiment le meilleur guide que vous pouvez avoir. Alors, on pourrait ici, dans la métropole de Lyon, écrire aussi 15 promenades sociologiques dans la métropole de Lyon. Et ici, vous avez des exemples extrêmement intéressants. On est ici à Eurexpo. Au sud, vous avez l'aérodrome de Bron. Alors, je ne sais pas si vous êtes observateur, mais moi, quand je suis arrivé à vélo. J'ai vu décoller 4 jets privés. Le temps de longer l'aérodrome de Bron. Alors pareil, la désobéissance civile, voilà, je ne sais pas, ça peut être une idée. Okay. Et au nord de Rexpo, on a le golfe de Chassieux. Voilà 2 exemples. Et j'ai appris ce matin aussi, puisque j'étais à une conférence sur la qualité de l'air, ça parlait des zones à faible émission, les transports en commun. J'ai appris que dans cet espace, Eurexpo, c'est un espace privé qui bénéficie d'un aménagement qui a été payé par toute la collectivité, le tramway, et que ce tramway, on ne peut pas l'utiliser, la station de tramway, parce que la station de tramway a été faite à l'intérieur d'un espace privé, d'accord ? Et donc ce tramway n'est pas utilisable tous les jours de l'année pour les gens qui habitent dans le secteur, qui voudraient prendre le tramway pour se rendre à Lyon. C'est impossible. Un élu de la métropole nous a expliqué que c'est impossible parce que ça a été fait dans un espace privé. Ça a été fait dans un espace privé pour favoriser des intérêts privés, qui est déjà ce site de Rexpo et également l'OL Land, puisque c'est ouvert quand vous avez des matchs de l'OL pour que certains capitalistes puissent s'enrichir et qu'on puisse amener les supporters à l'OL Land. Donc voilà, vous avez de l'argent public qui a été dépensé pour favoriser des intérêts privés. On a des exemples concrets ici. Voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à d'autres personnes. Oui. Mais je trouve que ce que vous avez dit est intéressant et ça renvoie à ce qu'on peut appeler le séparatisme des riches. Parce qu'on parle d'autres formes de séparatisme, mais pour moi, le vrai séparatisme, c'est le séparatisme des riches. Et ce séparatisme, il est à notre portée, il est là, on en est tout près. Nous, les chercheurs qui n'étaient pas trop contents qu'on s'intéresse aux puissants, ils disaient « Oh, ben, les Pinson-Charlot, ils vont trop loin ». Et puis Michel leur a répondu avec son humour « Ben non, on va juste de Bourg-la-Reine à Neuilly à 5 km ». Voilà. Et donc, c'est vous dire que la violence symbolique, la timidité sociale, en nous, cette timidité de la peur des puissants, elle est très forte. Et je citerai cette maxime de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et là, aujourd'hui, cette maxime, il faut qu'on l'ait dans nos têtes, c'est très important. Oui, merci. Vous avez cité tout à l'heure Alain Resnais, un film d'Alain Resnais c'est plus fort, plus près. Excusez-moi, j'ai pas bien l'habitude. Il y a un autre film d'Alain Resnais qui vaudrait peut-être la peine d'être cité ici, parce qu'il pourrait nous être d'une grande aide. C'est un film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Pourquoi ? Parce qu'il met en avant les travaux effectués par un chercheur français, un biologiste, qui s'appelle Henri Laborie, qui malheureusement disparu en 1995. Et il apporte un autre regard sur les relations humaines, sur les relations entre individus. Et ce regard nous permettrait peut-être d'expliquer pourquoi, à la suite de ce qu'avait dit Warren Buffett, à savoir que c'est la guerre, effectivement, c'est la guerre. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'opposition vraiment à ces guerres ? C'est le fait que tout ce qui aurait pu être contre, c'est-à-dire les gens de gauche, les écologistes, ont failli, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, avec des gros guillemets, il ne s'agit pas de porter un jugement là. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont laissés emporter par une chose que décrit Henri Laborie dans son film, et qui est très bien mis en scène, d'ailleurs, avec des acteurs comme Pierre Arditi, je ne sais plus qui déjà. Passons. Et qui montre que les individus, chacun d'entre nous, en fait, est élevé et grandi, d'abord par ses parents, dans un esprit de compétition. C'est-à-dire qu'entre nous, on va se faire la guerre. Or, c'est peut-être ça qui explique que les échecs
des oppositions possibles, c'est-à-dire de gauche ou d'écologistes, c'est qu'au sein de ces groupements-là, il y a des guerres. Vous avez des syndicats qui vont présenter une élection, la CGT, on sait déjà qu'il y a une grosse guerre. Pardon, il y a une grosse guerre. Il y a une grosse guerre entre Martinez et puis une autre dame qui quitte Marseille. Chez les Verts aussi, c'est pareil, hein, entre Jadot et Sandrine Rousseau. Voilà. Et à chaque fois, ce sont des choses qui pourraient être mises de côté, résolues, si on regardait vraiment ce que sont les relations entre individus. Voilà. Mais là, en ce moment, on est en train précisément de tenter de les résoudre avec la création de la NUPES, avec quand même la solidarité intersyndicale d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui même, et je pense que si vous êtes si nombreux, c'est aussi parce que tout le monde sent que là, on est dans un basculement dans ces rapports de classe, dans cette guerre de classe, et que la réforme des retraites est l'indicateur, ce qui va peut-être déclencher, je ne sais plus quel jour, le 7 mars, le blocage du pays, si voilà. Et ça, on n'en parlait pas il y a 1 an, on n'en parlait pas il y a 6 mois. On sent bien, avec le dérèglement climatique, avec cette guerre de classe, ils veulent nous rendre esclaves à vie. Pourquoi vous payez à ne rien faire? Voilà, c'est des processus de déshumanisation qui n'auront pas de limite. Et donc, il est temps, aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure de se lever tous ensemble pour dire ça suffit. Juste, pardon. Oui, je comprends bien. Mais juste une dernière intervention pour parler d'autre chose, d'écologie. Pourquoi? Parce que s'il y a vraiment un système, une science qui peut nous servir à nous, c'est l'écologie. Parce que l'écologie, donc, on étudie les relations entre individus, entre différentes espèces. On se rend compte que dans la nature, dans les écosystèmes, il n'y a pas de guerre entre les individus au sein d'une même espèce. Il peut y avoir des personnes qui sont des prédateurs. C'est normal. Ils vont manger même que la ménagère va acheter ou le ménager va acheter son beefsteak. Mais dans la nature, l'écologie nous montre qu'il n'y a pas que l'espèce humaine, et je conclurai là-dessus, est la seule espèce vivante dans laquelle il y a de la guerre entre les individus, un meurtre intraspécifique. Et tant qu'on ne le dira pas suffisamment fort, ça, Henri Laborie avait commencé à le dire, les écologistes ont commencé à le dire, malheureusement ils ont un peu oublié maintenant, ils sont repartis dans leur petite guerre intestine. Donc, s'il vous plaît, pardon. Aimons-nous les uns les autres, c'est ça. Merci. Moi, je voudrais vous remercier infiniment, encore. Moi, je choisirais juste un petit fil parce que vraiment, il y a de quoi réfléchir et agir. Et puis, je ne vous ai pas dit grand-chose. Eh bien, ça fait réfléchir. J'avais Céline qui regardait bien tout ça. Mais ça fait réfléchir. À la minute près, j'ai tenu. Et moi, je choisirais juste un fil un peu provocateur. Je voudrais me mettre à la place de ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un super grand patron. Et alors, je suis patron, j'ai des copains politiques, et tout ce monde-là, la bulle là, que vous avez nommée, je décide qu'en 2000, je ne sais plus combien vous avez dit, 35, allez, j'oreille le thermique, j'oreille vos vieilles bagnoles, vous qui avez un SMIC et qui ne vous pouvez vous payer que des bagnoles pourries qui roulent au diesel. Et donc, je vous ordonne de rouler à l'électrique. J'entends dans les médias qui sont aussi bien accoquinés au patron, il manque des terres rares, il manque du lithium. Alors, mon petit cerveau s'affole. Et je me dis, on va m'obliger à acheter des bagnoles électriques qui coûtent la peau du cul, je pense, j'ai même pas le prix, avec des énergies dont on me dit qu'elles vont diminuer. Et alors je me dis, mais comment? Moi, je suis le patron. Comment je vais obliger les masses, je suis patron et politique, à aller dans des injonctions paradoxales? Vous allez devoir aller vers une bagnole vachement plus chère dont vous n'aurez pas le lithium, et il n'y a pas toutes les bornes électriques tous les 100 km installées, les infrastructures ne sont pas installées, le nucléaire, je suis censé polluer ou pas polluer, voilà que je me questionne, et je me dis, je voudrais être à la place de ce
patron, qu'est-ce que je vais trouver comme stratégie pour dire à toi, pauvre connard au SMIG, qui n'a pas d'argent, je vais encore te pomper des sous avec des matières qui n'existent pas et des bagnoles qui coûtent la peau du cul. Comment vous feriez, alors, madame, si vous étiez ce patron? D'abord, c'est bien, les matières, elles existent. Les métaux rares, ils existent, mais ils sont malheureusement, pour votre patron, ils sont situés massivement dans les pays pauvres, hein, en Afrique notamment. Hein, tout ce qui est lithium, cobalt, métaux rares, enfin voilà. Donc c'est difficile. Mais ce qu'il faut, moi, la seule réponse que je peux vous dire pour votre patron, ce que vous venez de dire, il s'en tape. Lui, l'essentiel, c'est d'encaisser. Hein, et le chaos est toujours bon pour le capitalisme. Le capitalisme s'est toujours nourri de l'exploitation de toutes les formes du vivant. Le capitalisme s'est nourri de l'esclavage, du colonialisme. C'est quand même pas rien ce qui s'est passé. Et comment notre richesse à nous, quand même, elle vient de tout ce que je viens de nommer. Comment le capitalisme se nourrit du dérèglement climatique dont il est responsable, et uniquement lui responsable, pour aggraver encore plus les choses. Voilà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, moi je le dis, hein, c'est plus possible. On ne peut plus vivre dans ce monde-là. On n'a plus rien à perdre, franchement. Et là, il faut qu'on soit solidaires, qu'on ne se critique plus, nous, les uns les autres, qu'on se respecte dans nos différences et qu'on essaye de créer de la coordination, comme par exemple le Salon Prime Vert. C'est ce que j'appelle une instance de coordination, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous avec des engagements qui vont dans le même sens, mais différents, et tous ensemble, de manière collectivement partagée. Et ça, vous ne pouvez pas vous imaginer quelle forme de résistance ça représente, des moments comme celui qu'on est en train de partager. C'est juste génial. Voilà. Oui, bonjour, merci pour votre investissement et tout ce que vous faites. C'est juste pour une précision par rapport au GIEC, je n'ai pas tout compris, c'est moi là. Où je ne vous ai pas suivi sur un point. Enfin, pour moi, le GIEC, c'est un groupement de scientifiques qui prend des rapports du monde entier et qui font un rapport sur l'état de la planète. Après, vous avez parlé de scientisme. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on peut leur reprocher. Après, c'est à nous, citoyens, de s'emparer de ce rapport qui est accablant par rapport au réchauffement. Après, je ne vois pas du tout quelle est la mise en cause, quoi. Enfin, d'accord, ben ça, je peux le redire alors. Merci d'avoir posé cette question, parce que peut-être que je n'ai pas été suffisamment claire. Si. Non, j'ai dit que ce qui manquait, j'ai dit que c'était des informations fiables. Mais si vous voulez, comme sociologue, j'ai moi-même travaillé avec des algorithmes, avec des machines, on appelait ça les analyses en composantes principales au début quand je travaillais comme chercheuse, où on mettait dans la machine des indicateurs spécifiques qui correspondent à des hypothèses que nous faisions. Les machines, elles n'ont pas une intelligence objective. Elles obéissent à ce que vous mettez comme interrogation pour essayer d'expliquer les choses simplement. Et donc, ce que j'ai critiqué et que je continue à critiquer, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. De toute façon, ils sont sous la coupe de l'ONU, sous la coupe de, je ne peux pas vous dire, de toutes les puissances d'argent. Ils sont payés même par des gens qui ont beaucoup d'argent. J'ai donné David Rockefeller et Elton John. J'ai dit qu'il fallait exiger une modélisation selon un modèle avec une boussole sans le capitalisme, anticapitaliste. Et c'est là où je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai parlé d'anticommunisme. Et tout le monde a rigolé, du coup, vous avez disjoncté. Donc c'est qu'on nous propose les deux alternatives. Et ce serait révolutionnaire. Parce que j'ai dit, regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est incroyable. Et donc on sait très bien que si on fait une hypothèse avec des indicateurs où on a supprimé le pouvoir des titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant, eh bien, on aura un scénario qui sera totalement différent des résultats catastrophiques, évidemment, du GIEC. C'est juste qu'on ait le choix. Ça va, vous avez compris ? Oui, merci pour votre éclairage. Enfin,
catastrophique, mais oui, mais on y va à la catastrophe en tout cas, non? Ah ben, je sais bien, mais c'est pour ça qu'il faut abolir le capitalisme. Voilà, c'est pour ça. Merci. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Hein. On y est déjà, oui. J'ai une question peut-être un petit peu naïve. J'ai l'impression que la grande bourgeoisie vit sur un certain train de vie qui vient de son exploitation du vivant et des autres êtres humains. Mais dans la perspective d'un effondrement de ce système à cause du dérèglement climatique et d'autres limites planétaires qui seront atteintes, comment la grande bourgeoisie s'imagine qu'elle va pouvoir perdurer dans sa manière de vivre si le reste s'effondre? Est-ce qu'il y a des travaux qui montrent un peu comment ils se préparent à ça et est-ce qu'ils y pensent? Alors moi, la seule chose que je peux dire, c'est que alors il y a un livre alors de Pierre Madelin aux éditions Dehors. Il faut vraiment que je retrouve là. Vous tapez sur Internet Pierre Madelin et c'est très très intéressant. C'est sur le déni de la mort justement chez les grands bourgeois. Alors il tricote de manière très astucieuse, cet auteur, le déni de la fragilité de la terre par ces gens-là, le déni de la destruction de la terre, puisque eux, ils sont aveuglés par leurs droits acquis de génération en génération, open bar sur toutes les formes du vivant, que ce soit les humains, les animaux ou les végétaux. Alors la question, c'était ça. Ah oui, c'est ça. Comment ils se sont préparés à voilà. la fin? Alors, c'est-à-dire qu'ils se préparent, mais si vous voulez, ils ont été constitués, et ça, tous nos livres l'ont bien montré, dans des espaces protégés, dans des familles protégées, dans un séparatisme de classe absolument total, toujours dans des entre-soi qui s'encastrent comme des poupées russes. C'est-à-dire que je n'existerais même pas, sauf si j'étais... Là, on est allé avec Michel à leur rencontre. Malheureusement, pour eux, ils savent qu'on existe. Donc, je suis bien triste comme ça. Mais vous n'existez pas. Parce qu'ils ont une capacité à déshumaniser l'autre, puisqu'ils se vivent comme tellement supérieurs, comme une race humaine supérieure, qui doit être immortelle. Dans nos livres, pour ceux qui nous ont lus, on a pas mal travaillé sur la notion d'immortalité symbolique à propos de ces familles, de ces dynasties qui se transmettent de génération en génération, non seulement des patrimoines, mais aussi le rapport de classe. Les académiciens s'appellent des immortels. Le secrétaire de l'Académie française, c'est le secrétaire perpétuel. Et ils sont tout le temps dans l'idée de la transmission. Ils ne sont pas... C'est jamais « je » quand ils parlent, c'est toujours « nous ». Ils ne sont que les représentants, que les maillons d'une lignée, que les représentants d'une dynastie familiale qui va pondre des œufs d'où vont sortir des héritiers qui vont ressembler étonnamment aux générations précédentes. Voilà, alors c'est une façon de répondre à votre question, parce que je ne suis pas capable de répondre autrement, puisque, comme tout le monde le dit, on est sur le même bateau, mais en même temps, c'est pas vrai. On n'est pas sur le même bateau. Ils ont de l'argent, on n'en a pas. Ils ont les moyens de contrôler leur survie plus que les autres. Mais l'essentiel pour eux, c'est quand même l'enrichissement, quoi qu'il en coûte à l'humanité. Donc je pense que c'est à nous de leur rappeler notre humanité et notre solidarité. Oui, alors vous avez répondu en partie à la question que je voulais poser. C'était suite à la remarque de la dame qui est à côté de moi. Moi, la question, c'était pas tellement qu'est-ce que les riches ont à dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dans
dans la tête, quoi, parce qu'ils sont quand même sensibles comme tout le monde à la beauté du monde, à la nature. D'ailleurs, quand il y a un endroit très beau sur la planète, ils sont les premiers à le privatiser, à se l'accaparer et puis à le monopoliser. Et ils ont conscience quand même que, même pour eux, peut-être que c'était Jared Diamond, je crois, qui disait qu'ils auront gagné le privilège d'être les derniers à survivre. Peut-être qu'ils survivront plus longtemps, mais ce ne sera pas non plus super marrant. Enfin, ils ont bien conscience quand même qu'on va à la cata, qu'il y a quelque chose à faire. Ou c'est quoi? C'est de l'aveuglement collectif? C'est un problème cognitif? Oui. C'est voilà, c'était un peu ça la question. Je pense que c'est vraiment un mensonge collectif qui est entretenu, comme vraiment tous nos travaux l'ont montré, par cette mobilisation de cette classe sociale à travers des réseaux de sociabilité mondaine qui sont extraordinairement denses et finement tissés. C'est-à-dire pour nous, c'était incroyable de faire ces enquêtes. Ils sont toujours, ils sont jamais seuls, quoi. Ils sont toujours dans le bonheur d'être ensemble. Ils ont les mêmes habitus de classe, hein, ils sont constitués de la même façon, dans des grandes familles, avec des écoles spécifiques, les rallyes pour les jeunes qui se sont créés après la Seconde Guerre mondiale, les cercles pour les adultes. Ils ne connaissent que leur petite bulle protégée. Vous n'existez pas. Est-ce que vous pensez tous les matins en vous levant aux petits-enfants qui meurent de faim en Afrique? Ben non. Vous pensez uniquement à aller à votre boulot, que la voiture démarre, aller chercher les enfants. Franchement, si vous êtes honnête, vous n'avez pas tout le temps les Africains dans votre tête. Eh bien, eux, c'est exactement ça. Vous n'existez pas. Nous n'existons pas. Le processus de déshumanisation, on pourrait presque même dire d'animalisation, résulte de ce séparatisme des riches. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire des recherches sur cette classe sociale dominante, que nous tous, nous soyons vigilants, que nous avec les manifestations, avec toutes sortes d'actions, y compris les actes de désobéissance civile dont on a parlé tout à l'heure. Chacun choisit la forme de combat qui lui convient et elle doit être respectée par tous les autres. Voilà. Moi, je voulais revenir en arrière tout à l'heure sur ce que disait un intervenant à propos des animaux. Dans le monde sauvage, les animaux ne consomment que ce dont ils ont besoin. Même si le lynx va tuer un animal, il va le mettre de côté au frais pour continuer à le manger et laisser la part après aux autres et qui vont venir nettoyer. Et pour les riches, l'objectif n'est pas le même. Je me souviens d'un chiffre qui m'avait vraiment frappée. C'était bien avant la pandémie. Les plus riches en France capitalisent pour 9 générations. Ça veut dire pas pour juste les enfants, ça veut dire 9 générations. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que les gens, pendant 9 générations, n'auront pas à travailler. Pas besoin, pour subvenir à leurs besoins, pas besoin de travailler. Et cet objectif-là, qui de toute façon, après la pandémie, ce chiffre a encore augmenté, il faut l'avoir en tête quand même, je pense, pour comprendre comment il fonctionne. Vous avez tout à fait raison. C'est ça leur force, c'est la création de ces dynasties familiales, parce que c'est une création, hein, c'est une construction sociale. Voilà, et donc c'est vrai que ça leur permet, ça empêche le ruissellement de leur richesse et de leur pouvoir vers les autres classes, et puis sur des décennies et sur des siècles. Parce que quand même, par exemple, le baron Ernest-Antoine Seyer de Laborde, il a fêté en 2004 le tricentenaire de la famille Wendel, le comité des forges, toute la sidérurgie, tout ce qui s'est passé. Et voilà, il a fait une grande fête au musée d'Orsay, et là, c'était absolument hallucinant de vivre ça, de voir ça. 800 membres de la famille Wendel, tous actionnaires de la même holding, photographiés pour être en couverture de Paris Match, tous ensemble au musée d'Orsay. Donc, et vous avez raison. Et par exemple, je peux donner un exemple dont ma mémoire est sûre. Mark Zuckerberg, c'est Facebook, c'est quoi? Facebook. Eh ben lui, pour assurer 7 générations, lui c'est 7, c'est pas 9, c'est 7, la survie de 7 générations de sa famille, il a acheté une île au large d'Hawaï
dont il a dédommagé les populations autochtones pour qu'elles partent. Et il a créé un bunker pour... voilà. Et puis, une ferme biologique qui doit assurer la survie des 7 générations suivantes de sa famille. Donc, vous voyez, là, c'est un nouveau riche qui est déjà inscrit dans la logique de cette classe sociale dominante, de la reproduction des privilèges de génération en génération. Je voulais vous remercier particulièrement pour vos travaux. Enfin, moi, ça a été vraiment des fenêtres qui se sont ouvertes quand je vous ai lu. D'ailleurs, je suis émue de le dire. Je fais partie de la classe des travailleurs pauvres, donc ça me parle. D'ailleurs, j'ai fait sauter ma journée de travail pour venir vous voir. Un J'en grand suis être au merci. fond de mon lit et je suis heureuse de ne pas y être. Voilà. Et donc, j'enchaîne les petits contrats et je vois que mes collègues, malheureusement, dans cette classe, sont souvent très dépolitisés. Donc, à plusieurs reprises, j'ai partagé vos livres et je parle souvent de vos travaux parce que... comme vous le disiez tout à l'heure, pour penser sa condition, il faut avoir les éléments de langage et surtout arriver à mettre les choses en contexte. Et vous parliez de la déshumanisation de la classe oppressive. Je vais arriver à retrouver ma voix. Moi, je travaille dans une boutique de luxe. Je suis payée au plus bas salaire. Mes dimanches ne sont pas majorés. Je commence mes journées, je pars à vélo à 6 h du matin. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais ça, c'est le quotidien de plein de travailleurs. Et je travaille pour une classe où... c'est pas, en fait, l'oppression est à toutes les échelles. C'est-à-dire, moi, par exemple, je travaille dans une chocolaterie. Je vends des produits issus de la colonisation. Moi, quand je vends ces produits, je sais qu'il y a, malheureusement, bon, je dois travailler, donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas le choix, mais je sais qu'il y a une oppression humaine, malheureusement, à la source de ce produit, qui profite à la classe riche. C'est rarement les couches populaires qui passent la porte de la boutique où je travaille. L'oppression de classe, j'ai vu dans certains de vos documentaires, vous en parliez, mais c'est le conditionnement de la classe riche. Il passe aussi par le langage corporel, c'est-à-dire nous, on a très rarement un bonjour, on a très rarement un merci, on a très rarement le regard d'entrer en contact, et il y a ce mépris, cette façon de se positionner en rentrant dans la boutique, de regarder de haut, de parler mal, de demander du service qui doit aller très rapidement. La déshumanisation, elle passe par là. Du coup, quand un de vos livres arrive dans les mains d'un travailleur pauvre, c'est lui permettre à ce moment-là de se rendre compte que ce quotidien n'est pas quelque chose de normal et qui participe d'un système qui est très ancien. Et pouvoir le regarder en face, ça permet d'avoir quand même de l'espoir. Moi, ce qui m'inquiète aussi là-dedans, c'est à quel point les travailleurs pauvres vont devenir, sans le vouloir, dans leur consommation, quand ils vont dépenser eux-mêmes leur argent, des petits soldats de ce système, parce que je vois dans mes collègues aussi des personnes qui vont consommer beaucoup d'ubérisation, par exemple, donc qui vont eux-mêmes produire des violences sur d'autres travailleurs pauvres qui vont travailler, par exemple, eux aussi le dimanche, donc être désocialisés, très mal payés, qui vont prendre des risques pour leur santé. Et ils n'ont pas les moyens, à ce moment-là, dans ce système qui les écrase, d'arriver à prendre le recul pour penser ça et se dire, quand je vais faire cet acte de consommation, je suis encore une fois doublement au service du capitalisme. Et je ne sais pas comment dire, je reparticipe sans le vouloir à redonner de l'argent et revaloriser cette classe. Donc c'est vraiment à tous les étages que parfois on est pris dans un étau, en fait. Bon, alors je propose que, évidemment, madame soit reçue première à la Sorbonne pour un master de sociologie. Bravo, bravo. Je trouve que vous parlez beaucoup mieux que moi, en tout cas. J'ai perdu le fil des prises de parole. 1, 2, 3, c'est ça? Il nous reste environ 10 minutes en compagnie de Monique et de vous toutes et tous. Encore merci. Je suis un peu émue aussi. Oui, bonjour, merci d'abord d'être là. Merci d'être ce que vous êtes. Moi, j'avais une question à 100 balles. De face à ces oligarques riches mus par un instinct de puissance éhonté, c'est quoi leur point faible? Alors là, j'aurais la réponse facile. Ah ben si, ben c'est vous. C'est vous.
C'est vous, c'est des géants au pied d'argile. Des géants au pied d'argile. Et donc, je reviens sur cette maxime de Sénèque, c'est bien parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Parce que dès que vous bloquez le pays, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ben là, ils ont vraiment eu peur. Ils partaient le week-end dans des hôtels à Deauville. Moi, j'ai vu en 1995, au moment des grandes manifestations contre la réforme des retraites, les valises étaient prêtes. En 1981, non seulement les valises étaient prêtes, mais Bernard Arnault, Guy de Rothschild, ils sont partis parce qu'il y avait les communistes qui accompagnaient François Mitterrand, pas pour longtemps, mais ils l'ont fait. Ils sont partis aux États-Unis. En 1968, ils sont partis en Suisse. Ce sont des géants au pied d'argile. C'est nous qui avons tout dans nos mains. On doit s'unir. Et là, je vous le dis, je sens que c'est le moment, compte tenu de cet ensemble de facteurs aussi chaotiques, la guerre en Ukraine, l'armement, les milliards et les milliards d'euros, les centaines de milliards d'euros qu'Emmanuel Macron a programmés pour les armes en France. Ben franchement, si on n'est pas, on se dit pas, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire le 7 mars, qu'il va falloir qu'on soit bien à l'écoute de ce qui va se passer. Ben voilà. Mais après, même si on échoue, on rebondira. Il faut jamais se désespérer, jamais. Oui. Ben écoutez, c'est une question qu'on se pose tous, et vous avez raison de poser cette question, de dire qu'en effet, ils ont les armes et ils les ont déjà utilisées avec les mutilations multiples qu'ont subies les Gilets jaunes. Mais après tout, notre vie, enfin moi je suis née en 1946, notre vie qui a été si agréable avec l'État-providence, vous voyez Michel, il était fils d'une famille ouvrière très très pauvre et il a pu être directeur de recherche au CNRS grâce à cet État-providence. On a profité de la sécurité sociale et on en profite encore un petit peu. Et voilà, il y a eu des résistants pour cela, nous leur devons. Donc voilà, il y a des moments, on a rendez-vous avec l'histoire. Je peux pas, j'envoie personne au casse-pipe. Moi-même, je suis une trouillarde. Vous pouvez même pas vous imaginer comment. Dès qu'il y a un petit bruit dans la maison, c'est affreux. Donc, si vous voulez, c'est pas moi qui vais faire la maline. Mais voilà, je me dis, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont sauvés. Hein, ils nous ont permis quand même d'avoir des décennies de bonne vie, Oui, tout à l'heure, vous avez dit une phrase qui a fait écho le matin qu'on se réveille, si on pense aux petits Africains. Et je pense qu'on aurait une part du colibri à faire pour ne pas ressembler à ces oligarques. C'est de penser à ces Africains qui, en fait, c'est eux qui vont chercher les métaux lourds pour notre propre confort. Et qu'aujourd'hui, s'il y a eu tant de migrants qui ont perdu la vie en Afrique, c'est par notre faute. Et je pense qu'on récolte la misère que l'on sème. Voilà. Je suis d'accord. Oui, bonjour. Je voulais savoir, du coup, vos recherches et les recherches de tout un tas d'autres nous font prendre conscience. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans un stade où on est ou résigné ou en colère. Mais je sais que ce n'est pas du tout votre cœur d'action à vous non plus. Mais si on devait se dire, voilà... les 3-4 choses à changer en premier pour justement se dire qu'on arrête de se faire grignoter plutôt que juste d'avoir envie de couper des têtes ou juste envie de dire de mettre la tête dans le sable. Non mais quand on est ou résigné ou en colère, des fois on se dit on a juste envie de tout casser. Mais ça dure un temps et ensuite on doit reconstruire les choses. Par quoi on commence et qu'est-ce qu'il faudrait travailler en premier? Évidemment, je suis pas, je suis sociologue, mais je suis pas prophète, et puis c'est pas mon boulot de vous dire ça. La seule chose, par contre, ce que je peux dire et que je redis, c'est que chacun qui choisit, parce que on fait les choses par passion, par vocation. Il faut qu'on se sente digne de faire ce qu'on fait. Il faut qu'on se sente heureux. Le combat triste, c'est pas possible. Le combat triste, ça ne mène à rien. Il faut qu'on soit joyeux de faire ce qu'on fait. Et ben moi, je peux pas décider ce qui vous fait plaisir. C'est vous qui le décidez. Moi, je vous le dis, je suis heureuse de faire de la sociologie. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, comme vous pouvez même pas imaginer.
Donc voilà. L'autre, qu'est-ce que vous avez dit que vous aimez là, vous, la désobéissance civile. Enfin, vous vous posiez des questions. D'autres font du jardinage, de l'élevage. Voilà, chacun doit faire quelque chose, se sentir mobilisé, nous sentir mobilisés, discuter au sein des familles, discuter dans notre quartier. Voilà, faire de la transmission, faire des échanges, faire ce qui vous plaît, comme dans la grande bourgeoisie. Alors eux, c'est plus facile, ils ne sont pas nombreux et ils ont toutes les richesses et tous les pouvoirs. Mais c'est une forme de communisme, de luxe et de pouvoir que nous avons trouvé dans les beaux quartiers et que nous devrions pouvoir réussir, nous tous, aujourd'hui, où nous sommes acculés quand même à un rendez-vous historique avec l'avenir de la planète. Et ça, il ne faut pas passer à côté de ce rendez-vous historique. Oui, merci beaucoup. Donc, votre solution, le point faible des riches, c'est nous. Mais nous, on fait quoi? Nous, on se met dans la rue, on fait du chaos. On fait du chaos et vous-même, vous dites que le chaos, en fait, il nourrit la classe des dirigeants. J'ai pas dit qu'il fallait faire du chaos. Non, mais j'ai dit que chacun devait nous, faire... On n'a pas la strate de structure comme eux, ils ont. Donc nous, on va se mettre dans la rue et puis ceux qui sont censés nous coordonner, ils se battent entre eux. Je veux dire, c'est très compliqué de faire autre chose que du chaos quand il y a toute une foule de gens, etc. dans la rue, les regardez ce qui se passe, tout ça. les manifestations d'aujourd'hui. Elles sont incroyablement, en tout cas à Paris, moi, de ce que j'ai vu. Et puis, j'ai participé à la première manifestation, j'étais à Mans, dans Lozère. Eh ben, il y avait 2000, c'est du jamais vu, 2000 manifestants. Et tout s'est bien passé. À Paris, tout se passe très bien. J'en avais les larmes aux yeux samedi dernier. Non, mais certainement. Ce sont des familles avec les enfants, les berceaux, qui ont ce courage de venir manifester pour les retraites. Eh ben, ça force le respect, y compris jusqu'à présent des forces de police. Oui, non, mais ça, Donc, je comprends complètement et j'apprécie. Mais il ne faut pas toujours se mettre des obstacles. On avance en marchant, on avance comme on peut. Voilà. Bien sûr, non, mais certainement, mais je suis d'accord. Voilà. Et si on arrive à bloquer les villes, en fait. parce qu'on sera très nombreux dans les rues, on bloquera les villes parce qu'on sera très nombreux dans les rues. Oui, moi je pense que la classe dirigeante s'en fiche totalement d'y avoir 3 millions de personnes dans la rue. Ah ben alors là, vous vous trompez. C'est son point de vue. Respectons les points de vue de chacun. Et je vois plein de mains qui se lèvent. Non, parce que je suis désolée, mais... Ou sinon, il y a quelqu'un qui me raccompagne en voiture au train. Ça, c'est ça. Donc, il est 17h28. On va prendre la dernière intervention de monsieur qui... peut-être avait une dernière intervention. Et ensuite, on va laisser Monique repartir. Je ne prends pas plus de temps. Alors, ma question est plutôt donc au niveau donc, de l'organisation, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Je vois que donc, les oligarques sont très, très organisés. Et ce qui a pu faire défaut, de par ce que j'ai pu donc endurer comme expérience douloureuse dans les Gilets jaunes... Ah, pardon, excusez-moi. Et je voulais savoir, aujourd'hui, est-il un pays, donc, selon votre point de vue de sociologue, qui aujourd'hui a une organisation qui a pu quelque peu ébranler un peu ces gens riches dans un pays plus ou moins proche? Qu'est-ce que vous dites? Le Bhoutan. Oui, une expérience d'un pays où il y a eu cette mise à mal du pouvoir par le peuple. J'en ai plusieurs. Je mettrai Cuba en tête. Ensuite, je mettrai le Kerala en Inde, cet espace autonome de l'Inde où le communisme est roi depuis des décennies. Et ça, vous en entendez jamais parler. C'est comme de Cuba. Cuba, par rapport au dérèglement climatique, ils sont comme ça, au niveau de la biodiversité et tout ça. Alors que juste à côté, ils ont la presqu'île de Miami. Alors là, c'est carrément la cata. Donc voilà. Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir des modèles déjà en place. C'est à nous maintenant de reconstruire quelque chose qui est à voir avec l'idée du communisme, mais d'un communisme qui ne soit pas dans la concurrence avec le capitalisme, d'un communisme qui soit carrément révolutionnaire, une révolution humaniste, une révolution pour une autre vie sur cette terre, une autre vie faite de joie, de bonheur, de solidarité. Je sais pas, moi, c'est pas compliqué, c'est tout simple.
où on y voit clair et on est heureux. Y voir clair, là il y a quelqu'un qui a parlé beaucoup, c'est vous qui avez parlé, d'avoir les bonnes lunettes. Donc voilà, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu. Et en tout cas, je vous dis un grand, grand merci pour le bonheur que vous m'avez procuré. Vraiment. Merci à vous, merci Monique. Le livre de Monique, le dernier, sur le stand de la librairie Raconte-moi la Terre, juste à la sortie, si ça vous dit. Et bonne suite de salon à chacune, chacun.